Bonjour à tous, bienvenue dans Business Models, émission qui vous donne envie d'entreprendre sur Télésud. Aujourd'hui, on va parler d'innovation et de tradition. Bonjour Maguette. Bonjour Thomas. Bienvenue dans Business Models. SaiSai, c'est le nom de votre entreprise. Qu'est-ce que vous faites ? Alors, je suis une maison de mode créative qui révèle votre facette espiègle et vagabonde. Espiègle et vagabonde, c'est ce que veut dire SaiSai. Tout à fait. Et c'est marrant d'associer les deux mots. Oui, alors, fort de la langue au Sénégal et notamment le Wolof, il y a beaucoup de subtilité dans le langage et donc enfant, c'est cette manière un petit peu taquine et aimante que d'ailleurs le nom vient de mes grands-mères. D'ailleurs, mes grands-mères qui m'inspirent m'appelaient souvent comme ça, avec ce côté un petit peu espiègle. Et puis c'est vrai qu'en grandissant, je me suis rendu compte que ça avait une notion un petit peu plus différente, un peu plus péjorative, qui était liée un petit peu à ce côté vagabond. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, tous les vagabonds, de manière universelle, il y avait toujours un petit peu ce côté marginal. Et j'avais à cœur de redonner ces lettres de noblesse aux vagabonds. Et puis cette double référence fait aussi écho à votre double culture. Tout à fait. Un pied en Afrique et un pied en France. Tout à fait. C'est exactement ça. C'est aussi justement cette notion de traduction quand on est né en France et qu'on est dans une compréhension culturelle un peu différente. Justement, on essaye de saisir ces subtilités de manière, on va dire, intrinsèque. Donc, du coup, ça avait du sens pour moi d'appeler la marque SaiSai. Et on le verra plus tard dans l'émission, mais vous faites des vestes réversibles, enfin avec double, qu'on peut porter de deux façons différentes, et ça illustre bien cette philosophie. C'est ça. En fonction des circonstances, on s'adapte. On sait que voilà, quand on est de l'autre côté, on doit s'adapter à des différents codes, et on se rend compte enfant que la règle ne s'applique pas de la même manière d'un côté ou de l'autre de l'espace. Donc ça nécessite de retourner sa veste en fonction des circonstances. Dans le bon sens du terme. Tout à fait. Alors, on commence toujours un peu par un petit focus sur l'actualité. Dans ce secteur qu'est le vôtre, qu'est la mode, les vêtements, qu'est-ce qui vous marque ? Pour moi, c'est la part de marché de la mode au niveau mondial a toujours été énorme. À l'époque, quand je commençais mon projet, on était déjà à 150 milliards pour le marché de la mode et du luxe. Et aujourd'hui, en Afrique subsaharienne, ce chiffre représente plus de 31 milliards de dollars. Donc, pour moi, c'est vraiment l'expression d'une consommation et d'une hyperconsommation sur ce secteur-là. Alors, c'est le mot-clé, c'est hyperconsommation. C'est-à-dire que vous essayez de freiner cette hyperconsommation. Vous dites, il y a un problème, ce marché qui ne fait que grossir, les gens qui veulent toujours plus de mode. Et c'est le paradoxe, parce que la mode, c'est le concept, faut changer tout le temps. Tout à fait. Comment est-ce qu'on réconcilie cette idée de mode et peut-être de consommer moins ? Je pense avec la rareté, la durabilité et cette notion d'authenticité. Je pense qu'on s'habille pour pouvoir transmettre quelque chose, un message. J'aime dire qu'on porte ses valeurs quand on s'habille. Donc pour moi, si on est en accord avec ce qu'on porte, ça dure dans le temps. Et ça, vous l'observez parmi vos amis, les gens que vous fréquentez, il y a cette sensibilité à se dire peut-être il faut que je fasse attention, c'est pas la peine que je m'achète 4 robes ou 3 jeans par mois. Au niveau de mon cercle proche, tout à fait, mais je pense que c'est une réalité, en tout cas nationale, sur l'Hexagone, puisqu'il y a un chiffre clé, c'est qu'en 2028, le marché de la seconde main va dépasser la fast fashion. Et 2028, c'est pas dans une décennie, c'est demain. Donc, le marché de quoi, pardon ? de la seconde main, de la fripe, oui. Tout ça. Donc, vous voyez, c'est déjà en marche. En fait, on est déjà dans cette façon de consommer différemment et moins. Il y a aussi une dimension écologique, parce que forcément, l'hyperconsommation et la pollution liée à cette industrie de la mode, qui est quand même pas mineure. On sait que c'est la deuxième industrie la plus polluante.
avant même l'aéronautique et le maritime, et on voit déjà les dégâts que ça implique. Et donc, effectivement. Et donc, le questionnement de la chaîne de valeur, de la revalorisation et la fin du cycle de vie du produit, pour moi, c'est essentiel. Et pour moi, c'était une manière de contribuer dans cette industrie, puisque au préalable, je venais de l'agroalimentaire. Et pour moi, le parallèle, il était évident de pouvoir... on a beaucoup parlé de gaspillage alimentaire. Aujourd'hui, la question, c'est on produit, mais qui prend la responsabilité de la fin du cycle de produit, de vie? Et alors, vous, comment est-ce que vous voyez ce sujet? Pour ma part, il passe par justement ce côté un petit peu vagabond, donc d'expérimenter différentes manières de manager, de travailler. Donc j'ai beaucoup vadrouillé en Asie du Sud-Est, puisqu'on sait que la plus grosse partie de nos vêtements est conçue, était conçue en tout cas, et encore un petit peu en Asie du Sud-Est. Désormais, justement, l'Afrique est à la mode, donc beaucoup d'industriels ont délocalisé justement cette partie d'Asie du Sud-Est pour aller s'implanter essentiellement en Afrique du Nord pour le moment. Donc l'objectif justement c'est d'aller au contact de ces industriels, puisque avant de vouloir changer, on ne réinvente pas la roue, comme on dit. Donc, je suis allée sourcer en Asie du Sud-Est. J'ai eu la chance de faire partie d'une coopération de la pépinière internationale de ma métropole, de partir à Monastir pour voir la chaîne de fabrication, la chaîne de valeur de l'intérieur pour la fabrication d'un jean, puisqu'on sait que le jean, c'est la catastrophe écologique la plus importante dans le textile. Et vous dites qu'il y a des choses à faire. Et en fait, il y a déjà des choses qui sont faites. Et donc, je suis allée m'inspirer de ces choses-là. Par exemple, à Monastir, j'ai eu la chance de rentrer dans les coulisses d'un industriel. Et en fait, ils ont mis en place à l'intérieur une station d'épuration qui permet en fait tout au long de la chaîne de production de récupérer l'eau, de la traiter et de la réutiliser sur le circuit. Et d'éviter de rejeter ça dans les rivières. Complètement. Donc les solutions, elles existent. Après, il faut aller les chercher, il faut aller les trouver. Souvent, elles sont peut-être pas assez valorisées. Et puis, on va dire que je pense la problématique du continent africain, c'est de pouvoir justement intégrer et croître ces infrastructures, parce que les solutions, on les connaît, on les a. Mais voilà, il nous faut des investissements pour pouvoir créer ces infrastructures qui permettent de limiter cet impact. Et c'est une des missions de SciSci. On va voir maintenant comment SciSci est né et où est-ce que vous allez. Alors, SciSci, c'était quoi le démarrage, l'étincelle? L'étincelle, comme je vous l'ai dit, c'est un petit peu mes voyages, et surtout le dernier voyage qui a duré plus longtemps que les autres, notamment en Australie. Et donc j'ai dû travailler en ferme, en exploitation agricole, pour obtenir mon deuxième visa. Donc c'est une des particularités du visa que j'avais obtenu. Et voilà, j'ai travaillé dans les champs de mandarines pour ramasser des fruits. Et je me suis rendu compte que je ramassais, moi, Maguette, petit individu, 1 tonne de fruits par jour. Par jour, 1 tonne par jour. 1 tonne par jour. Et je me suis dit, voilà, si moi, j'arrive à enlever 1 tonne de ressources et de matières premières à la terre, en sachant qu'en fait, il y a une multitude de ressources et d'industriels qui font ça, ça nécessite de re-questionner la chaîne de valeur en disant on produit pourquoi, en quelle quantité, comment, parce qu'on enlève énormément, mais ensuite, tout ce qui est déchets, on en fait quoi? Oh, c'est pas grave, ça repart à la terre. Ça a été ça le déclic, en fait. Ça a été le déclic. C'était en décrochant des mandarines en Australie. Et alors, pourquoi pas faire ça dans le monde agroalimentaire, dans l'agriculture? Pourquoi avoir basculé vers la mode? Parce que j'ai 15 ans d'expérience en distribution alimentaire et non alimentaire, et que justement je connais les travers. J'ai commencé
on va dire ma jeune carrière justement dans les travers de la surconsommation, du gaspillage alimentaire. Et voilà, j'ai fait ma partition à mon échelle dans ce domaine. Les choses évoluent, mais aujourd'hui, la mode, c'est la plus polluante. Donc voilà, j'avais à cœur de transposer ces compétences de l'un à l'autre. Et alors comment on fait? Comment on se lance dans un nouveau métier qu'on ne connaît pas? On se forme, on apprend, on s'entoure. Moi, ça s'est traduit par... bon, après, j'avais un bagage déjà scolaire et universitaire un peu atypique, qui a permis de nourrir toute cette expérience. Et puis ensuite, de retour en France, je me suis formée aux ateliers conservateurs des meilleurs ouvriers de France, parce que pour moi, ça me paraît essentiel d'acquérir des solides bases pour savoir au moins de quoi on parle. On peut peut-être dire un mot sur ces ateliers, comment ça fonctionne, comment est-ce qu'on rentre dans ces ateliers? Alors justement, c'est une association qui dispense des cours et des formations par des MOF ou des anciens MOF, donc les meilleurs ouvriers de France, pardon, je m'excuse. Et donc, en fait, on peut choisir un certain nombre d'ateliers. Donc, moi, ça a commencé par le dessin, la couture, la maroquinerie, la tapisserie d'ameublement et la rénovation de mobilier. Parce que voilà, j'aime tout ce qui a trait à la matière, que ce soit alimentaire ou non alimentaire. Et suite à ça, voilà, j'ai appris les bases, voilà, de pouvoir dessiner un patron, de pouvoir modéliser un croquis et de pouvoir arriver jusqu'à ça vous a plu prototype. De faire ça, et en plus vous vous êtes dit, j'ai peut-être un talent que je peux développer. Complètement. C'était un vrai coup de foudre professionnel. J'avais toujours été créative depuis ma plus tendre enfance, puisque j'avais déjà fait une seconde en alternance. Et j'avais eu la chance de travailler à l'opéra, avec des décorateurs de spectacles. Donc il y avait toujours quand même cette sensibilité créative qui a toujours un peu titillé mon parcours scolaire. Et donc suite à ça, j'ai décidé d'expérimenter et de faire du portage salarial pour tester. Voilà, il n'y avait rien de sûr. C'était une petite passion qui me titillait un petit peu du bout du doigt. Donc voilà, on teste en portage salarial et puis finalement, ça fonctionne. Et alors, du coup, vous lancez votre marque? Je lance ma marque en 2019, suite au premier prix du concours Talent Mode que j'ai remporté. Donc, en fait, je me rends compte que j'ai une sensibilité très, très forte au niveau de la mode. On va voir, en même temps défiler, voilà, peut-être commenter aussi. Donc ça, c'est le prix qui vous a permis c'est la veste qui vous a permis de remporter ce prix? Tout à fait. Donc voilà, c'était illustrer ma double culture avec justement en alliant tradition et innovation. Donc l'objectif, c'était de travailler des rouleaux de maisons de haute couture en jacquard lyonnais, typiquement faits dans la région Rhône-Alpes, et la matcher avec une matière recyclée que j'appelle un petit peu la moda povera, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait d'une matière qui est destinée à aller à la poubelle pour pouvoir en faire quelque chose de très haut de gamme. Et comme donc, il y avait l'arte povera aussi. Tout à fait. Mais alors c'est intéressant parce qu'en effet on parlait innovation, tradition, double culture, et on est là-dedans. La tradition, c'est le jacquard, c'est ça. Cette industrie lyonnaise mondialement connue, et puis l'innovation, c'est le recyclage. Complètement. Donc recyclage de matières premières, donc sous toutes ses formes, le tissu, mais on recycle aussi les bouteilles de lait pour en faire de la fibre textile qui nous permet de réaliser les bord-côtes. D'ailleurs, voilà une partie des ateliers. C'est les coulisses. Voilà, tout à fait. Donc là, on réalise, on tricote à partir de matières plastiques recyclées des bord-côtes qui nous permettent d'apposer sur nos suites cette partie, cette partie, j'ai mangé le mot. Cette partie qui vient fermer les ourlets. Voilà, qui vient fermer le poignet et la taille, parce que voilà, on a justement à cœur que ça aille pour toutes les morphologies. Et donc une veste comme ça coûte combien si je veux Alors une pièce comme ça, élégant. C'est entre 300 et 500 euros, vu que c'est que des pièces uniques. C'est pas très cher pour une pièce unique, 300 euros. C'est pas très cher. Effectivement, des fois, on nous fait le retour. Ça me semble pas très cher. En tout cas, je suis pas un spécialiste autant que vous, mais...
En fait, l'objectif, c'est de rendre aussi accessible la mode et comme je le disais, de rendre attractif et d'avoir envie d'avoir ce produit-là. Et pourquoi faire plus quand on a un prix juste? On reste dans la moda povera. Hein. Où est-ce qu'on peut les acheter, ces vêtements? Alors, jusqu'à présent, donc, j'étais à Lyon, au Village des Créateurs, où je suis encore présente en tant qu'adhérente, donc dans le concept store du Village des Créateurs. Du coup, en ligne. Et pour cette pièce réversible, justement, c'est le sujet et notre problématique de confection. C'est de pouvoir justement faire une campagne de financement participatif qu'on a déjà réalisée pour le lancement de notre marque, qui a bien fonctionné puisqu'on avait un objectif de 100 précommandes et on en a obtenu 160. Et là, l'objectif, c'est de pouvoir réaliser la même chose, mais sur la partie Sénégal. D'accord. Et du coup, voilà, ça demande et nécessite des process, de la formation, des investissements pour pouvoir réaliser cette campagne. Et alors du coup, je vous ai interrompu tout à l'heure sur le passage entre vous gagnez ce prix et vous lancez l'entreprise. Ça vous a donné un élan, une confiance Complètement. C'est 15 experts de la mode. Le Village des Créateurs, c'est 20 ans d'expérience. C'est une renommée nationale et internationale dans le secteur de la mode. Moi, en tant qu'autodidacte, c'était presque inespéré. En tout cas, c'était une reconnaissance maintenant de mes pairs, mais à l'époque, je ne faisais pas encore partie du clan des créateurs. Donc ça, c'était me dire que je n'étais pas à côté sur mon projet, au niveau économique, mais aussi sur ma vision d'un business model de la mode un peu plus responsable, qui impacte l'humain et qui recentre même l'humain au milieu de l'écosystème. Donc ça, c'était vraiment la première chose. Puis ensuite, le nerf de la guerre, ça reste un financement, donc un premier prix d'une valeur de 38 000 €. Donc forcément, ça fait levier derrière pour trouver des fonds, des prêts, des partenaires. Donc ça a été le deuxième point. Et puis ensuite, toute la partie commerciale, parce qu'en tant qu'artiste, c'est bien de créer, mais il faut qu'on soit acheté. Et est-ce que justement, ça ne va pas être justement l'équation dont on parlait au départ, ce tiraillement et peut-être aussi cette double culture, cette dichotomie entre d'un côté, je veux faire attention à la planète, je veux être artiste, je veux faire des pièces uniques, et de l'autre côté, faut que je fasse du business, que je gagne ma vie, que je vende, que je fasse du commerce. Pour moi, les deux ne sont pas du tout incompatibles, parce qu'aujourd'hui, on parle d'économie sociale et solidaire. Et pour avoir fait un bac ES dans l'économie sociale, pour moi, l'économie doit servir et porter l'humain. Donc pour moi, il n'y a pas dissension entre les deux, puisque du coup, on fait des produits de qualité avec un cercle vertueux qui permettent de créer de l'emploi, qui permettent de revaloriser une problématique mondiale, parce que la pollution de la mode, c'est notre problématique et c'est notre responsabilité. À nous de trouver les solutions. Donc la solution, c'est de peut-être revaloriser des matières plutôt que d'en produire de nouveaux et créer un nouveau modèle que je suis allée chercher, que j'ai expérimenté à travers mes voyages. Et pour moi, la seule solution, c'était de créer ce nouveau modèle. En fait, il n'y avait pas d'autre solution. J'avais cette responsabilité de citoyenne, vadrouilleuse, vagabonde, une responsabilité terrienne de me dire je peux impacter les choses et faire différemment. Alors Maguette, justement, on va revenir sur votre parcours de vagabonde. Vagabonde, c'est un joli mot en fait. C'est vrai que c'est associé parfois ou connoté pour ceux qui le subissent, mais ceux qui ont une curiosité finalement, une ouverture, qui voyagent comme vous le faisiez, c'est très enrichissant. Complètement. Je pense que c'est une force. Vraiment, c'est une force. Et même les exilés qui sont contraints, justement, ils en font quelque chose. Et justement, j'avais à cœur, moi j'ai la chance d'être née, d'avoir grandi en France. Donc ça m'a facilité cette notion de voyage. Et tout au long de mon parcours, j'ai rencontré des gens qui ont eu des parcours atypiques, exceptionnels. Il y en a qui vous ont inspiré ?
dont vous vous souvenez, dont vous voudriez partager le... J'ai envie de vous dire, en fait, tous mes voyages sont le résultat de Saïsaï, et c'est pour ça que j'ai à cœur aussi de travailler le patchwork, pour la revalorisation, mais aussi pour l'histoire, parce que je considère qu'on est tous un petit bout d'une personne qu'on rencontre. Et à chaque passage ou à chaque rencontre, je prends et je vous donne un petit peu de moi et que j'essaye de retranscrire justement dans mes créations. Parce que oui, je suis stéphano-dakaroise, j'ai grandi entre ces deux espaces, mais Saïsaï, c'est aussi l'aboutissement et les petits morceaux de mes voyages en Asie du Sud-Est, en Afrique du Nord, au Brésil. Mais est-ce qu'il y a une figure ou deux qui vous ont marqué peut-être plus que d'autres? Parce que bon, dans le patchwork, il y a des pièces plus ou moins importantes. Une figure qui m'a marqué plus que d'autres. En termes de mode, de créateur, d'inspiration, je sais pas. pour moi, c'est ma mentor, Sakina Emsa, qui est du coup la pionnière de la mode éclairée depuis plus de 20 ans. Et pour moi, justement, elle a à cœur de rendre visibles les gens de l'ombre et voilà, et tous les gens qui excellent dans leur domaine et qui ont une responsabilité individuelle qui tend vers le collectif. Ce sont toutes les personnes qui m'inspirent, quelle que soit la Kina, discipline. vous pouvez nous en dire un mot? Elle est où? Elle habite où? Elle fait quoi? Qui ça? Pardon, Sakina? Oui, Sakina Emsa. Sakina Emsa, du coup, c'est un marque éponyme qui s'appelle Sakina Emsa, qui est à Paris. Et voilà, elle a commencé par revaloriser justement des nappes de sa grand-mère, voilà, elle a toujours cette sensibilité avec la mode. Et ensuite, elle a initié un certain nombre de choses, notamment en faisant le premier défilé dans un centre pénitentiaire des femmes. Voilà, pour moi, c'est quelqu'un qui m'inspire énormément sur sa vision de la mode et sur le tissu social qu'elle crée. Vous l'avez rencontrée? Oui, exact. Donc elle vous donne des conseils, elle vous dit... Tout à fait. Justement, c'était dans le cadre des préconisations du Conseil présidentiel pour l'Afrique, auquel j'ai participé, qui était là pour justement lever les problématiques des entrepreneurs du double espace, comme Saïsaï. Donc il y a un programme de mentorat qui s'est mis en place, et donc j'ai eu l'opportunité de bénéficier et de ce programme de mentorat et d'un lauréat et d'accompagnement. Et alors, vous, Maguette, quel conseil vous donneriez aux jeunes vagabonds qui nous écoutent? Oser et demander plus. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique a du talent, l'Afrique a des ressources. Aujourd'hui, dans certains de mes ateliers, j'ai des personnes qui travaillent sur une planche. Donc, en fait, quand vous voyez le résultat, on a réussi à arriver sur des standards de qualité de normes européennes. Alors moi qui viens de l'agroalimentaire avec des process de qualité, des normes, c'est hyper important pour intégrer le marché international. Et on a réussi, malgré le manque de matériel. Donc aujourd'hui, pour moi, il est primordial de pouvoir justement avoir des fonds structurels, des fonds de compétences et puis surtout de formation. Parce que malheureusement, on est dans la mode et l'industrie de la mode a justement apporté des tonnes et des tonnes de vêtements de mauvaise qualité d'Asie ou d'Europe sur le continent africain. Et aujourd'hui, on voit les ravages que ça a, par exemple, au Ghana. Et aujourd'hui, comment on fait pour traiter ce déchet textile qui n'appartient pas aux Africains? Pour moi, la seule solution, c'est de pouvoir créer des infrastructures qui créent de l'emploi sur le territoire. Et en plus de ça, derrière, qui valorisent une problématique mondiale, encore une fois. C'est le problème de tous, avec un marché énorme en croissance, avec une croissance à 2 points, à 2 chiffres pour 2023. On parle de 9,4 et 10,5. Et à terme, vous voyez votre entreprise plutôt en Afrique, plutôt en Europe?
Je pense que le business il doit être dans le marché en croissance. Donc, la croissance est actuellement en Afrique, donc il faut être en Afrique. C'est là-bas que ça se passe. Bon, c'est là-bas que ça se passe. Merci Maguette d'avoir partagé ce témoignage avec nous, cette belle aventure qui est la vôtre. Merci à vous tous. Merci Thomas. Pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Business Models.